Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, comme tous les vendredis, je reçois l'auteur d'un essai de philosophie qui vient de paraître. Et pour l'occasion, nous avons fait nos valises pour Amsterdam et pour le XVIIe siècle, aux alentours de 1677, date de la mort de Spinoza. Attention, le voyage sera loin d'être solitaire, car le livre dont il est question aujourd'hui refuse de réduire la pensée à un seul homme. Le clan Spinoza de Maxime Rover paraît ce mois-ci chez Flammarion et va nous accompagner jusqu'à 11 heures. Allez en route sur les chemins de la philosophie, direction Amsterdam. Amenez la rame à l'eau. Descendez la voile. C'est grand clocher. Bienvenue à Amsterdam. Westerkerk, madame, l'église aux 100 carrés. Toutes les couleurs et tous les accents à Amsterdam. Ce trafic de tulipes est une vraie vie. Ainsi, les galions dégorgent sur nos quais, les richesses ramenées des Indes étalées là, sous les yeux tristes des pauvres. Oh oui. Eh frère, si vous avez un fils en âge d'être tenté, éloignez-le bien vite de la ville d'Amsterdam. Il y craignent des filles qui monnaient leur ventre sans remords, des singes libidineux, des hommes aux allures étranges, qui dit-on. Ça couple entre eux. On y fume dans des pipes puantes, des drogues venues des caravelles, herbes maudites cueillies dans les grands pâturages de Satan. Prends garde aux aveugles, ils jalousent ceux qui connaissent la lumière. Ce livre n'est pas une fiction écrite d'après une histoire vraie, mais une recherche pour approcher, par tous les moyens littéraires, la vérité d'un univers aujourd'hui disparu. L'expérience m'a montré que ni la pensée, ni la philosophie ne sont si abstraites qu'on le croit. Elles se jouent principalement dans des échanges pleins de périls et de passion, de rires, de larmes, d'agacement et d'enthousiasme. Ce livre est l'histoire de cette aventure. Bonjour Maxime Rover. Bonjour Adèle Van Rey. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci de m'avoir invité. Et bravo pour cette entreprise, plus de 550 pages de romans pour retracer non seulement la vie de Spinoza, mais surtout les rencontres qui lui ont permis de devenir ce qu'il est. C'était un sacré défi à relever. Ça a demandé beaucoup de travail, 5 ans de lecture, d'échanges, de mails envoyés partout dans le monde pour essayer de combler les lacunes de ma propre ignorance. Et donc, je me retrouve à la fois l'auteur du livre, mais en même temps, en quelque sorte, le porte-voix d'une recherche collective qui a été menée par tout un tas de chercheurs et de chercheuses partout dans le monde. La majorité des chapitres, écrivez-vous au début du livre, ne sont rien d'autre que des mises en scène d'archives et de textes parfaitement documentés. Il y a une volonté d'ancrer, disons de manière réaliste, voire même dans la vérité historique, l'histoire que vous racontez ici. Voilà, l'idée de ce livre était à la fois de faire le point sur ce que nous savons aujourd'hui de Spinoza et en même temps de réouvrir la manière dont on lit cet auteur, puisque en réalité c'est en l'isolant de manière un peu artificielle qu'on a produit un Spinoza un peu hors sol, qu'il est possible à présent de réancrer dans une réalité beaucoup plus multiple. Et pour rendre compte de cette multiplicité, j'ai eu envie de passer par le roman, ou plus exactement par ce que j'appelle un roman sans fiction. Donc, le travail des sources dont vous parliez à l'instant consiste en une vitalisation d'un certain nombre d'archives. Par exemple, une archive nous décrit comment un prêtre et un militaire espagnol ont participé à des réunions dans lesquelles se trouvait Spinoza et ont parlé de certaines choses. On a les archives, moi je prends les archives et je reconstitue la scène en évitant de retirer de l'information, en évitant d'ajouter de l'information et en injectant, pour ainsi dire, de la vie
à l'intérieur de l'archive telle qu'elle nous montre la scène. Donc, d'une certaine manière, c'est un roman qui a une méthode un peu inédite. À vrai dire, il y a des précédents. Hein. Moi, un grand livre qui m'a beaucoup inspiré, c'est le livre de Daniel Defoe, l'auteur de Robinson Crusoe, qui a écrit un journal de l'année de la peste à partir d'archives qu'il a de la même manière vitalisé. Donc c'est un très beau livre et je me suis dit alors c'est donc possible. C'est possible d'être à la fois vivant, romanesque, de raconter des histoires où effectivement on perçoit un certain nombre de sensations, on essaye de restituer ce qui rendait la scène vivante, tout en étant complètement fidèle à des sources historiques. Donc le roman sans fiction, c'est cette idée que même en racontant, ce qui est donc de l'ordre du romanesque, en faisant un récit comme ça vivant, on n'invente pas, ou plutôt ce qu'on invente se trouve toujours circonscrit par les cadres historiques. Donc en fait c'est de l'histoire, mais c'est ce que j'appellerais de l'histoire pragmatique. C'est de l'histoire, c'est aussi une histoire. C'est aussi une histoire, à vrai dire, il y en aurait même plusieurs. Il y en a même beaucoup, oui, qui s'entremêlent. Et même, il y aurait des histoires alternatives possibles. Et l'un des enjeux du livre, c'était aussi de faire percevoir au lecteur la possibilité de controverse. Hein. Il y a des zones d'ombre. Et donc, pour traiter les zones d'ombre, par exemple, j'ai fait intervenir un historien qui apparaît en plein milieu du livre et qui perturbe un peu la manière dont on est censé raconter cette histoire. Et à plusieurs reprises, comme ça, j'ai utilisé des procédés littéraire pour mettre en scène nos incertitudes et le travail des historiens eux-mêmes. Voilà. Parce qu'au fond, parler de philosophie, c'est bien sûr aborder les concepts, c'est bien sûr étudier cet homme extraordinaire qui était Spinoza, mais aussi ses amis, ceux avec qui il a réfléchi. Et au fond, on arrive à l'idée que j'essaye de défendre de plus en plus aujourd'hui, que le contexte est en fait un cortex. Si vous voulez savoir d'où ça pense, où est-ce qu'on fait de la philosophie, il faut pas seulement chercher dans le cerveau d'un homme singulier, il faut chercher entre plusieurs personnalités qui échangent entre elles et qui, parce que les concepts transitent de l'un à l'autre, parce que elles transitent aussi d'un domaine de savoir à l'autre, de la médecine vers la métaphysique, de la mathématique vers la psychologie. Eh bien tout ça, ça pense, et donc le contexte n'est pas, comme le mot latin le suggère, quelque chose qui se trouve autour, hein, c'est l'idée de circonstance, il y a des choses qui se tiennent autour, et puis en fait au cœur il y aurait une philosophie comme ça totalement immatérielle. Le contexte est plutôt un cortex, c'est-à-dire il faut le mettre au cœur de la philosophie, et c'est là qu'on comprend quel est le geste de pensée qui donne naissance au concept. Et ce geste, il ne s'accomplit pas de manière personnelle. Ce n'est pas une seule personne qui le fait, ce sont des transferts entre les personnes. C'est ça qui est beau à décrire. Et c'est ça qui rend aussi la dimension romanesque très présente, avant même votre geste d'écriture qui consiste à romancer la vie de Spinoza et les rencontres qu'il fait avec les différents intellectuels qu'il va croiser. C'est que concevoir la philosophie de cette façon, c'est ne pas la dissocier ni de la littérature, même de la forme romanesque, mais ni de la vie elle-même. Au fond, le parti pris de votre ouvrage, c'est bien ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la philosophie d'un côté et la vie de l'autre, qu'en fait c'est une même affaire et qui est toujours collective. Absolument, et je crois que le fait narratif, en fait, n'est pas seulement une réalité littéraire, c'est ce qui fonde notre réalité quotidienne. On se raconte des histoires, on raconte des histoires aux autres. On ne vit pas sa propre vie sans se la raconter à soi-même, d'ailleurs de manière différente selon les époques. Et je crois que par exemple Spinoza a pu se raconter son exclusion de la communauté juive de diverses manières au cours de sa vie. Donc c'est à nous de réapprendre à raconter cette histoire-là en rendant plus subtile, peut-être parfois plus compliquée, une vie qu'on aurait envie de raconter comme ça, comme un seul fil. Et donc l'idée c'était de rassembler tout un tas de brins et de montrer comment, en racontant plusieurs vies, sans perdre de vue, eh bien, la famille de Spinoza, les rabbins qui l'ont éduqué quand il était enfant, et puis les amis qu'il rencontre à une époque que peut-être il semble perdre de vue. En fait, tous ces gens-là vivent ensemble, traversent la vie ensemble, et du coup, le projet biographique change de forme, puisqu'au lieu de raconter un seul individu, on raconte plein d'individus ensemble, et la notion même d'individu change. Vous l'aviez déjà fait quand même, raconter la vie d'un auteur célèbre. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, Maxime Rovert, vous enseignez la philosophie à l'université de Rio de Janeiro. Vous connaissez Spinoza très bien, vous lui aviez déjà consacré des ouvrages dont vous êtes venu parler à ce micro d'ailleurs, mais vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage sur Casanova.
Et c'est vrai que le travail sur Casanova m'a permis de me poser justement ces questions sur ce qu'est une biographie ou sur la manière de raconter ou se raconter. La difficulté du travail du Casanova, c'était de raconter la vie de quelqu'un qui l'a déjà fait. Et ce qui est fascinant sur Casanova, c'est qu'on a tout un tas de sources qui nous permettent de remettre en question à la fois la véracité de ce qu'il dit et en même temps notre propre désir de vérité. Il y a quelque chose de très troublant chez Casanova, c'est qu'on finit par se départir de notre désir du vrai, parce qu'il a une manière si admirable de raconter que finalement on finit par préférer la version littéraire à la version qu'indiquent les sources. Avec Spinoza, j'ai eu l'occasion de réconcilier ce qui, avec Casanova, était un problème, puisque lorsqu'on rassemble les sources autour de Spinoza, on obtient une vérité. Alors bien sûr, c'est une vérité historique, ce qui signifie que cette vérité, elle est provisoire, elle est en partie fabriquée par l'historien. C'est aussi pour ça que j'ai pas eu envie de me cacher, que je n'ai pas eu envie de faire une langue, d'écrire dans une langue en fait qui aurait été mimétique. Donc les personnages du livre ne parlent pas dans la langue ou dans un français qui aurait été celui du XVIIe siècle. Je les fais parler comme moi, comme vous et moi. C'est une langue assez moderne finalement qu'ils emploient dans leurs échanges, hein, une façon même un peu orale de s'interpeller, comme dans la vie réelle, mais la vie de 2017. Et alors, ce qui est amusant, c'est que les gens me disent, oui, mais donc ça ne peut pas être vrai, puisque les gens ne parlaient pas comme ça à cette époque. Et moi, je leur réponds, mais si j'écrivais comme on parlait à cette époque, ce serait encore moins vrai. Là, ce que ça permet de mettre en valeur, ce travail de la langue, c'est une sorte de double vérité, c'est-à-dire on essaye de saisir la vérité de ce qui s'est passé au XVIIe siècle, mais sans oublier que cette vérité, elle est en train d'être reconstituée aujourd'hui par quelqu'un du XXIe siècle. Et donc on a, en même temps que la vérité des faits, une vérité de l'historien qui ne se cache pas, qui parfois se laisse voir. Il y a des chapitres où j'explique quelque chose quasiment à la première personne, et surtout dans une langue qui est la nôtre, parce qu'au fond, ce livre, vous savez, il y a un très beau recueil de poèmes d'un auteur malgache, Ribé Arrivello, je crois, si je dois écorcher son nom, qui s'intitule « Traduit de la nuit ». Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est un livre qui aurait été traduit du XVIIe siècle. Mais l'un des objectifs du traducteur, et j'en ai une certaine expérience, puisque j'ai traduit beaucoup de livres, y compris la correspondance de Spinoza, l'un des objectifs du traducteur, c'est de rendre quelque chose qui s'est dit ailleurs, dans une autre langue et parfois dans un autre univers, dans une langue qui est la nôtre et qui est pertinente pour notre univers d'aujourd'hui. Donc cette langue, effectivement, donc les personnages jurent. Il y a des putains et des bordels de merde en plein milieu de réflexions philosophiques. Mais et d'une émission de radio. Et d'une émission de radio. Donc je pouvais pas m'empêcher de les placer quand même, même si ça fait enrager ma maman. Mais ce genre de mots, cette terminologie argotique, me semble importante pour restituer une certaine énergie philosophique qui se perd lorsqu'on traduit justement selon les critères de la langue universitaire. Donc moi j'ai été assez traumatisé par la traduction d'un passage d'une lettre de Spinoza où il s'adresse à Albert Berg, qui est un ancien élève, et il s'adresse à lui d'une manière particulièrement violente. Et dans la traduction que j'ai publiée donc dans la correspondance de Spinoza en GF, j'ai beaucoup hésité à traduire la violence du geste ou, je dirais, la lettre du latin. Dans le cadre de la collection Garnier-Flammarion, j'en suis resté à la lettre du latin et j'en ai gardé un scrupule comme ça que j'ai fini par évacuer dans le clan Spinoza. Nous les 150 pages qui sont en fait une manière de vous racheter par rapport à la frustration que vous aviez de n'avoir pas été assez violent. C'est pas non plus un ouvrage violent, hein, on peut le dire. On sent qu'il n'y a pas de frein ou de filtre. C'est pas un travail que vous pourriez remettre en guise de travail universitaire, par exemple. Et c'est là tout l'avantage du livre, me semble-t-il. On va écouter ensemble un extrait d'une lettre de Spinoza, puisque vous l'évoquiez. Cette fois-ci à Van Blijenberg en 1665. Vous disiez, voilà, il y a une forme de vérité quand même dans ce texte, même si c'est un roman sans fiction, la vérité historique. Au fond, peut-être peu importe la vérité, c'est peut-être bizarre de dire ça dans le cadre d'une discussion plus philosophique, puisque la philosophie serait censée chercher la vérité, mais peut-être qu'il n'y en a-t-il pas une seule, mais plusieurs. Hein, c'est cette polyphonie que le roman cherche. Et on pense à Boris Vian, hein, qui dit cette histoire est vraie puisque je l'ai inventée du début à la fin. Il y a
beaucoup de façons d'atteindre la vérité quand on écrit. Voici cette lettre et elle tombe particulièrement à propos à ce moment de notre discussion, puisque Spinoza dit qu'il choisit dans ses relations amicales ceux qui sont amoureux de la vérité. Parmi les choses qui ne sont pas en mon pouvoir, aucune n'a plus de valeur à mes yeux que d'avoir l'honneur de nouer des relations amicales avec des hommes sincèrement amoureux de la vérité. Car je crois que, dans le monde entier, il n'y a rien que l'on puisse aimer avec assurance parmi les choses qui sont au-delà de notre pouvoir, sinon ces hommes-là. En effet, il est aussi impossible que disparaisse l'amour qu'ils se portent les uns aux autres, fondé dans l'amour qu'a chacun pour la vérité, que de ne pas embrasser la vérité elle-même une fois qu'on l'a comprise. De plus, il s'agit de l'amour le plus élevé, le plus agréable que l'on puisse trouver dans les choses qui sont au-delà de notre pouvoir. Car aucune chose, sinon la vérité, n'est capable d'unir pleinement les avis et les sentiments divers. Je ne dis rien des immenses avantages qui en découlent pour ne pas vous retenir plus longtemps sur des choses que sans nul doute vous connaissez vous-même. Si pourtant je l'ai fait jusqu'ici, c'était pour mieux montrer combien m'est agréable et le sera à l'avenir d'avoir l'occasion de me mettre à votre service. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Bienvenue sur les chemins du vendredi, où j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui le philosophe Maxime Rover, qui publie ce mois-ci chez Flammarion le Clan Spinoza, ou l'invention de la liberté. Nous sommes à Amsterdam, le titre sur la couverture c'est 1677, ça correspond à la mort de Spinoza. Pourtant, Maxime Rover, vous retracez, on part avec les arrière-grands-parents de Spinoza au début du livre. Un mot sur le texte que l'on vient d'entendre, interprété par Georges Claes. On y découvre que Spinoza place comme le bien suprême l'amour, certes oui, mais l'amour pour ses amis et pour ses amis qui eux-mêmes aiment la vérité. C'est une très belle conception de l'amitié que Spinoza et ses contemporains ont développée. À vrai dire, on a du mal à concevoir l'intensité de cette chose-là, tellement nous l'avons un peu perdu de vue. Ce qui est très intéressant dans le texte qu'on vient d'entendre, c'est que Spinoza, en quelque sorte, parodie une phrase de Cicéron qui considère que les amis sont unis par leur amour pour la vertu. Or, Spinoza reprend cette idée en remplaçant vertu par vérité. Donc, on voit que ce qui unit les amis de philosophes du XVIIe siècle, en particulier à Amsterdam, c'est cette recherche de la vérité et d'une vérité qui est en fait à venir. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'une vérité religieuse qui aurait été révélée dans le passé, que les théologiens essayent de retrouver. C'est la critique biblique qui est très développée à l'époque. Les philosophes se conçoivent comme les partisans, les amants, donc, d'une vérité qui est devant eux, vers laquelle ils vont ensemble. Et ce qui est très beau, c'est que dans leur effort commun, ils se conçoivent comme des esprits en train de s'unir, mais ils le prennent au sérieux, c'est-à-dire ils sont réellement en train de fusionner les uns avec les autres, tout à fait comme on s'imagine le faire, nous, quand nous partons en week-end entre amoureux et que pendant 2 jours, 3 jours, on boit les paroles l'un de l'autre et les yeux l'un de l'autre, etc. C'est vraiment ce type d'intensité qu'il faut imaginer dans leur amitié, et même une intensité encore supérieure, puisque vous me direz, oui, mais quand on part entre amants passer un week-end, on s'unit aussi physiquement. Oui, on ne fait pas que se regarder dans les yeux, a priori. J'ai appris ça, oui. Et paraît-il. Il se trouve que les amis de Spinoza considèrent que, en cherchant ensemble la vérité, ils ne forment plus qu'un seul corps, et ce corps ne peut pas mourir. Parce que, comme vient de l'indiquer Spinoza dans l'extrait que Georges Claes a lu, une fois qu'ils se sont unis, leur amour ne peut plus être détruit, pas plus qu'on cesse de comprendre la vérité une fois qu'on l'a comprise. Donc il y a une manière comme ça de se joindre les uns aux autres, de se joindre spirituellement dans la recherche d'une seule et même vérité, et cette union spirituelle, en fait,
se conçoit en termes de corps également, en termes de santé, et de sorte que ces êtres humains-là, qui philosophent ensemble, ne forment qu'un seul corps, qui entre de facto, immédiatement, dans l'éternité. Et ce qui est très drôle, c'est que lorsqu'on se promène un peu en Hollande, on découvre un certain nombre d'œuvres qui voyagent peu et qu'on voit peu et qu'on associe peu à la peinture hollandaise, mais qui sont très intéressantes. Ce sont les portraits de groupe. Et il y a d'immenses portraits de groupe où des dizaines ou des vingtaines de personnes, alors souvent des hommes, les femmes sont relativement peu présentes, même si elles commencent à apparaître sur le terrain philosophique, posent ensemble, face à la postérité, pour entrer collectivement dans cette vie autre, encore une fois, une vie éternelle, une postérité, qu'ils vivent ensemble. Donc l'amitié qui lie Spinoza et ses amis, c'est un affect dans son vécu psychologique qui est extrêmement fort. Effectivement, eux utilisent de manière indifférente le terme d'amour, d'amitié. Je t'aime. Sténon écrit des années après avoir quitté Spinoza. Je sais que notre amour l'un pour l'autre est encore actif et que tu es toujours bien disposé envers moi. Donc il y a quelque chose comme ça d'un serment éternel qui se noue entre eux et qui, malgré les parcours des uns et des autres, continuera de les lier pour la vie et même pour toujours. Alors prenons un exemple, puisque dans votre livre, vous proposez des portraits de ces personnages qui ont croisé la vie de Spinoza, et vous allez même jusqu'à parler d'amants, on l'a entendu, et un chapitre ou un sous-chapitre de votre livre s'appelle L'amant de Spinoza, et c'est l'occasion de présenter Henri Oldenburg. Qui est-il ? Henri Oldenburg, personnage absolument fascinant du XVIIe siècle, il fait partie de ceux qu'on appelle les grands intermédiaires. C'est un homme qui n'a pas produit une œuvre philosophique en son nom propre, mais il a été le secrétaire de la Royal Society, qui est donc une académie savante qui a été créée dans les années 1660 à Londres et qui a, pour ainsi dire, aimanté les recherches de tous les philosophes et tous les savants et tous les chercheurs en chimie, en médecine, en métaphysique, dans tout un tas de sciences qui relèvent de la philosophie naturelle, au point que un moment est venu où, en fait, il fallait absolument publier dans les Philosophical Transactions, qui était le journal créé par Oldenburg. Pour réussir cette centralisation extraordinaire du savoir, qui est aussi une diffusion du savoir, puisque une fois qu'il centralise les informations, il les diffuse aussi, Oldenburg a dû sillonner l'Europe. Et lorsqu'il passe en Hollande, un certain nombre de ses amis lui disent « Tu sais, tu devrais aller voir un jeune homme, il habite dans un petit village, mais il est tout à fait extraordinaire, c'est un cartésien de génie. » Et donc, dans le chapitre auquel vous faites allusion, Oldenburg va à la rencontre de Spinoza, et il se passe entre eux des choses tellement fortes, qui sont en fait des échanges intellectuels qu'on doit concevoir de la manière dont j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de manière extrêmement intense, extrêmement belle. Donc cet échange intellectuel est si fort que Oldenburg se met en retard sur le reste de son voyage. Il doit rencontrer Christian Huygens, on dit en français, en néerlandais on dit Huygens, donc un très grand savant qui l'attend. Et donc qu'il ne va voir que quelques heures alors qu'il devait passer de longues heures à contempler les étoiles ensemble. Et Oldenburg repart totalement amoureux de Spinoza et se jette à son écritoire dès qu'il est rentré à Londres pour lui écrire ce qui est pour nous la première lettre de la correspondance de Spinoza, où Oldenburg lui dit « Sitôt rentré à Londres, je vous écris pour être de nouveau unis à vous ». Donc on a quand même l'idée de l'amant de Spinoza, bien sûr, c'était une sorte de provocation pour essayer d'intéresser le lecteur à cette relation si particulière, mais c'était aussi une manière d'utiliser ce que nous ressentons, c'est-à-dire la survalorisation de l'amour, et de l'amour entre deux personnes qui est la nôtre, pour comprendre ce qui se passait entre eux quand ils parlaient de philosophie. Mais c'est un désir de fusion, là, que vous décrivez. C'est un désir de fusion, mais cette fusion étant intellectuelle, elle signifie surtout entrer en accord, échanger, parler de choses très complexes, parfois considérées comme dangereuses, parce que on ne pourrait pas les dire sur la place publique, parce que des gens simples pourraient les interpréter de manière déviante. Et donc, dans cette intimité, entre gens avertis, il est possible de tout se dire. Et donc c'est cette intimité extraordinaire, cette familiarité qui se crée entre les philosophes,
De fait, parfois, il y a des femmes. Il y en a une que vous décrivez, Clara Maria, que vous appelez l'oiseau rare sur la Terre, et vous montrez qu'elle a pu jouer un rôle important, mais finalement, elle a disparu de la postérité. Et vous avez cette très jolie formule, vous dites oui, mais c'est sans doute parce que Spinoza et les philosophes qui l'ont croisée préféraient l'image, qu'elle renvoyait l'image idéale d'une femme idéale, à la réalité. Au fond, ce désir de fusion intellectuelle, d'amour très profond, est un amour qui tourne le dos à la dimension charnelle, non ? Disons qu'il conçoit la dimension charnelle d'une autre manière, c'est-à-dire... Sans chair. Sans corps. C'est un peu curieux. Mais il est vrai que la figure de Clara Maria est une figure intéressante. Elle est la fille du maître de latin de Spinoza, qui s'appelait Franciscus van den Enden. Et cette Clara Maria fut une sorte de curiosité en son siècle, puisqu'elle donnait des cours de latin, donc elle parlait parfaitement latin, elle enseignait en public à des classes où se mêlaient des enfants mais aussi des adultes, elle jouait au théâtre à une époque où faire apparaître une femme sur une scène de théâtre était encore une innovation, donc c'est réellement une figure très intéressante. Et les premiers biographes de Spinoza nous ont témoigné d'une histoire d'amour qui n'aurait pas donné suite, enfin en tout cas qui n'aurait pas donné lieu à un mariage entre Clara Maria et Spinoza. La figure de Clara Maria a disparu alors que, en effet, on a des sources, ces sources sont relativement fiables. Leibniz a décrit des filles de Van den Enden à Paris, lorsque Van den Enden va s'installer à Paris. Mais ce que l'on sait, c'est qu'on avait affaire à une jeune femme tout à fait brillante, tout à fait exceptionnelle, qui effectivement avait 16 ans quand Spinoza en avait 26, mais l'idée même que 10 ans sont un écart vraiment excessif est une idée contemporaine qui ne correspond pas à l'époque. Donc l'intérêt de restituer la figure de Clara Maria, c'était aussi une manière pour moi de rendre compte de réalités qui disparaissent de manière artificielle du récit que l'on fait d'un certain nombre d'événements historiques ou de certaines périodes, en se disant non mais ça ne compte pas. Et en général, je me suis aperçu d'une chose absolument scandaleuse, c'est que les femmes, ça fait trop romanesque. On peut pas parler des femmes, non, parce que là, c'est trop... Non, là, ça devient psychologique. Eh ben, c'est dans une certaine historiographie de la philosophie où on essaie de se tenir au concept. Ah oui. En fait, une jeune femme qui enseigne Cicéron, ou qui participe d'une mise en scène de Plaute, elle a évidemment un rôle dans la société d'Amsterdam. Et d'ailleurs, on a un témoignage d'un des élèves qui ont suivi ses cours et qui dit de Clara Maria, elle reconstruit sur l'Amstel l'Athènes et le Parnasse. Donc c'est quand même un très beau rôle, ça paraît assez central. Donc la restituer au moins dans une étape du parcours de Spinoza, c'était une manière aussi de rendre justice à ces femmes qui apparaissent peu dans l'histoire de la philosophie et qui pourtant étaient là. Et on a des témoignages. Plus tard dans la vie de Spinoza, Saint-Évremont, un libertin français qui vit à La Haye, va faire venir des femmes chez Spinoza. On a d'autres témoignages qui viennent pas de Saint-Évremont, mais d'autres observateurs qui disent, oui, quand même, ce Spinoza est visité par tous les esprits forts et même par certaines femmes qui se vantent d'avoir de l'esprit au-dessus de leur sexe. Voilà. Il y a quelque chose de très choquant dans cette présence des femmes. Elle a été progressivement évacuée, faute de sources, c'est vrai. Nous avons peu de sources directes. Je me souviens d'ailleurs d'avoir envoyé un certain nombre d'emails à travers le monde aux spécialistes des philosophes femmes du XVIIe siècle en demandant mais qui est à La Haye en 1670, qui peut fréquenter Spinoza? Et puis en fait, collectivement, on a dû reconnaître notre ignorance, mais ce n'est pas parce que nous n'avons pas de source que nous ne pouvons pas penser un certain nombre de présences. Et donc restituer aussi ces présences-là, montrer que, par exemple, la femme de Jan Leuwens, qui est un peintre, élève de Rembrandt, dans l'environnement de Van den Enden, incite à penser que Spinoza a été exposé à des formes d'art, et en fait à la peinture et aux gravures de son temps, c'est important. Donc en fait, de la même manière que nous parlions d'Oldenburg tout à l'heure comme d'une figure importante, bien qu'il n'ait jamais écrit d'œuvre en son nom propre, de la même manière, les femmes au XVIIe siècle et dans le clan Spinoza jouent un rôle important, même si elles apparaissent peu comme des auteurs. Mais il y a
des faits de vie comme ça qui sont absolument fondamentaux et qui réapparaissent comme ça quand on raconte l'histoire d'une manière différente. Raconter l'histoire de Spinoza à Amsterdam au XVIIe siècle, c'est aussi proposer une histoire de la diaspora juive. À Amsterdam, Spinoza fait partie de la communauté juive des commerçants, cette communauté qui est sous l'influence du grand rabbin Saoul Mortiera, qui d'abord semble avoir de l'affection pour le jeune Spinoza, mais finit par demander son exclusion de la communauté judaïque pour ses propos hérétiques. Qu'en est-il exactement, Maxime Rovère? On parle toujours de l'excommunication de Spinoza et certains disent « mais non, en fait, il s'est pas fait excommunier ». Qu'en est-il? Alors, l'une des choses les plus amusantes lorsqu'on fait un travail historique de ce type, c'est justement de déboulonner un certain nombre de mythes. Alors, l'une des mythologies les plus importantes attachées à Spinoza, c'est l'importance de ce hérem, n'est-ce pas? Alors, plusieurs mises au point successives. Premièrement, quand on traduit le mot hébreu hérem en français, on a tendance à dire excommunication. C'est inexact parce que l'excommunication, bien sûr, c'est un mot catholique. Et en plus, dans l'Église catholique, il y a plusieurs types d'excommunication. Il se trouve qu'un hérem, ça n'est pas une excommunication, c'est un bannissement local. Ça veut dire que les gens de la communauté d'Amsterdam ont demandé à Spinoza de ne plus les fréquenter. En tout cas, ce sont les responsables de la communauté qui ont dit à Spinoza, à partir de maintenant, vous n'êtes plus considéré comme un membre de notre communauté. Et les membres de notre communauté ne doivent plus ni vous lire ni vous parler. Bien, donc c'est pas tout à fait une excommunication, je dirais, définitive, ça c'est un premier point, et ni universelle. C'est une sanction locale qu'on utilise pas généralement, mais qu'on utilise en particulier envers les hommes qui se montrent violents, par exemple. Donc les violences conjugales peuvent être le motif d'un hérem, mais aussi les infractions juridiques, mais aussi un certain comportement économique. Bref, il y a tout un tas de causes de hérem. La manière dont on a raconté cet événement est souvent orientée par le fait que ceux qui le racontent sont des philosophes. Les historiens de la philosophie sont ceux qui se sont intéressés au hérem, et il y a peu d'historiens qui ont travaillé dessus. Il commence à peine, et en se rassemblant et en échangeant entre nous, on s'est rendu compte de deux choses. La première chose, c'est que il y avait une cause suffisante d'exclusion de Spinoza de la communauté juive, et qui était une manipulation juridique très simple. En un mot, Spinoza a hérité des dettes de son père, comme il avait 23 ans ou 24 ans, d'un coup j'ai une incertitude, il pouvait se faire déclarer mineur par la Cour de Hollande. Et se faire déclarer mineur par la Cour de Hollande lui a permis de refuser l'héritage et donc d'être lavé des dettes de son père. C'est interdit par la loi juive. Faire cela est un motif immédiat de hérem. Il n'y a pas d'alternative. Donc on a une première cause qui est strictement juridique et qui suffit à expliquer l'événement. De là se déploie un second problème. Pourquoi le hérem de Spinoza est-il rédigé d'une manière si violente, avec des références à des idées dangereuses et à des actes monstrueux? Eh bien, c'est là où raconter toute la communauté ensemble, suivre le destin justement de ce rabbin d'origine vénitienne que vous avez cité tout à l'heure, Sol Levi Mortera, aide à comprendre ce qui s'est passé. Dans la communauté juive, que nous appelons la communauté juive, mais qui s'appelait elle-même la Nação portugaise, autrement dit, des gens qui s'identifiaient plus par leur origine ibérique que par leur appartenance religieuse. Ils se considéraient plus comme des Portugais que comme des Juifs. Dans cette communauté, il y avait des tensions, d'abord entre les rabbins, qui s'insultaient tellement qu'ils ont parfois été menacés d'exclusion eux-mêmes, entre les rabbins et ce qu'on appelle les parnassim, c'est-à-dire les dirigeants laïcs de la communauté. Et donc, dans cette espèce d'imbroglio invraisemblable de pouvoir entre des pouvoirs religieux, des pouvoirs civils, des pouvoirs économiques, le rabbin Mortera était en difficulté à cette période. D'abord parce qu'il était opposé à un autre rabbin, Ménassé ben Israël, et ensuite parce qu'il était mis en danger par le pouvoir des Parnassim, qui étaient eux donc les dirigeants laïcs. Il me semble que l'on peut, à partir de cette vision plus globale, raconter une autre histoire, celle selon laquelle Spinoza a été exclu à cause d'une manipulation juridique, mais que le hérem a été rédigé d'une manière particulièrement violente et axée sur des questions théologiques, parce que le rabbin pouvait avoir envie de dire non mais vous excluez Spinoza
parce qu'il a fait une bêtise juridique, mais peu importe la bêtise juridique, on doit l'exclure parce qu'il est devenu cartésien, que c'est un de nos anciens élèves, qu'il était très prometteur et qu'au fond, il a tourné le dos à ce que nous essayons de faire de notre communauté. Donc, au fond, la lecture que je propose, et je ne suis pas le seul à la proposer, Richard Popkin a été l'un des premiers à la mettre en valeur, c'est une lecture à deux niveaux. Il y aurait donc eu un niveau juridique qui suffit à expliquer le bannissement, et un niveau, je dirais, rhétorico-littéraire, où le rabbin Mortera serait intervenu pour transformer cette punition administrative en une punition philosophico-théologique, quoi. Donc, ce qui rend l'épisode assez romanesque en lui-même, d'ailleurs. C'est incroyable, parce qu'on voit soudain toute une communauté apparaître. On voit les enjeux qui sont ceux du rabbin Mortera, qui a un coup à jouer là pour affirmer son autorité. Mais on voit aussi comment les Parnassim, eux, essayent de gérer une communauté qu'il faut administrer et à qui on doit interdire un certain nombre de manipulations. Et donc, on voit que le Rérem de Spinoza n'est pas du tout un acte de rejet d'un héros cartésien épris de vérité par une communauté juive comme ça, obscurantiste et orthodoxe. C'est pas du tout ça l'histoire. Ça, pour le coup, je crois que plus personne raconte l'histoire comme ça. Cette espèce d'image d'Épinal du héros exclu, bien sûr, c'est une mythologie intéressante. Peut-être qu'on peut s'en ressaisir pour faire de la philosophie, mais ce qui est certain, c'est que ça s'est pas vraiment passé comme ça et que c'est une histoire à beaucoup d'acteurs. Alors, avant qu'on examine ensemble un autre de ces acteurs, qui fait partie du clan Spinoza, une autre question, une autre idée reçue peut-être à laquelle j'aimerais que soit vous fassiez la pause, soit au contraire que vous la confirmiez. Spinoza était-il polisseur de lentilles ? Alors, c'est le deuxième cliché qui s'attache à la biographie de Spinoza. Il y a beaucoup d'enjeux dans la manière dont on présente cette question-là. Être polisseur de lentilles, ça signifie avoir une sorte d'identité liée à une certaine pratique. Être polisseur de lentilles. Alors, premier point, Spinoza polissait-il des lentilles ? La réponse est oui. Les mathématiciens du XVIIe siècle, en particulier à Amsterdam, s'intéressent beaucoup à une partie de leur discipline qu'on appelle l'optique. Bien sûr, pour nous, l'optique, c'est de la physique, mais à l'époque, parce que l'optique repose sur des études d'angle, en fait, ceux qui s'intéressent de près à la géométrie s'intéressent très souvent de près aussi à l'optique. Il y a à Amsterdam un homme qui s'appelle Johannes Hude, qui va devenir bourgmestre d'Amsterdam, c'est-à-dire maire, un type très important, mais aussi très calé en géométrie et en optique, qui polit les lentilles, qui a probablement initié Spinoza à cette pratique. Donc, le second point sur lequel je crois il faut insister, c'est qu'il ne s'agit pas d'une pratique artisanale. Il y a des artisans qui font des lentilles, mais que Spinoza arrive à cette pratique, je dirais, par le haut, en tout cas par la science, et en particulier par la science de l'optique. Donc, ça, c'est le premier point. C'est-à-dire, quand on rêve de Spinoza polissant des lentilles, on s'imagine un petit bonhomme tranquille dans son atelier qui polit des objets manufacturés et puis qui les vend. Et puis surtout qui serait pauvre, qui devrait polir des lentilles pour survivre et qui, par chance, dans une sorte de destin à la Oliver Twist, arriverait quand même à faire de la philosophie et serait parvenu à la postérité grâce à son travail intellectuel, malgré les contraintes manuelles. Exactement. Et c'est là où il me semble important d'être attentif à des sources qui nous indiquent deux choses. La première, c'est que avant de polir des lentilles, Spinoza était prof de géométrie cartésienne. Donc, c'est pas un type qui a grandi comme ça, qui a appris un métier et puis qui ensuite l'a exercé. C'est un enseignant, un savant qui a vécu de cours particuliers. Et puis à un moment, c'est vrai, on a une source en 1662 qui montre que on parle de lui comme de quelqu'un qui polit des verres, c'est-à-dire chez qui on peut acheter éventuellement des télescopes ou des microscopes. Et puis ensuite, on sait que peu de temps après, son ami Simon de Vries meurt et lui lègue une partie de sa fortune sous la forme d'une sorte de rente annuelle que la famille de Vries va lui payer jusqu'à la fin de ses jours. C'est très important de prendre cette source au sérieux parce que justement, elle aide à mettre en valeur le fait que, au moins à partir de cette date, Spinoza ne vit pas de son commerce, Spinoza est financé par ses amis.
Et bien sûr, on comprend pourquoi cette information, qui est tout à fait disponible, ce ne sont pas des sources rares, mais elle a été un peu négligée parce que nous avions envie de raconter une autre histoire. À partir du 19e siècle, on a envie de raconter l'histoire du petit artisan philosophe. C'est un moment très important dans la réception du spinozisme, le 19e siècle, et c'est à partir de là que cette image du polisseur de lentilles, de l'artisan philosophe se développe. En réalité, je crois que nous sommes prêts aujourd'hui à écouter une autre histoire, celle que racontent les sources, et qui dit que, premièrement, Spinoza était un savant et pas un artisan, que deuxièmement, il a vendu des télescopes, oui, mais ça ne l'a probablement pas fait vivre, et troisièmement, que ce qu'il a fait vivre, ce sont des subventions, parce que les subventions sont indispensables aux études. Il faut s'imaginer que pour écrire le traité théologico-politique, il faut une énorme érudition. Et pour avoir une énorme érudition, il faut passer énormément de temps. Donc, on n'a pas tellement le temps ni de polir beaucoup de lentilles, ni de s'occuper d'un commerce. Il faut avoir du temps, et le temps, comme dit l'autre, c'est de l'argent. Simon de Vries le savait bien, et je crois que rendre justice aux amis de Spinoza, c'est pas seulement donc retrouver ce sens de l'amitié dont nous parlions tout à l'heure, c'est aussi mettre en valeur le fait que la recherche, ça se finance, et que ça se finance avec des fonds à perte. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment, soit les pouvoirs publics, soit des mécènes privés, soit des institutions qui sont un peu à cheval, comme la Royal Society, interviennent et soutiennent en fait l'effort de réflexion qui a été en l'occurrence celui de Spinoza. L'idée de ce livre était de montrer que la philosophie de Spinoza n'était pas que l'émanation d'un seul cerveau isolé qui aurait produit seul toutes ces pensées, cette philosophie, mais qu'il était entouré, donc au sein de ce clan. Parmi les portraits de personnages qui ont compté pour lui, vous proposez celui de Nicolas Sténon. Écoutez un extrait de son discours sur l'anatomie du cerveau, justement, parce que si on essaie d'ancrer la réflexion dans une dimension, disons, plus scientifique, en tout cas plus matérialiste, la question du cerveau se pose. Écoutez comment commence ce discours, parce que la première affirmation est très surprenante de la part d'un scientifique. Écoutez. Au lieu de vous promettre de contenter votre curiosité touchant l'anatomie du cerveau, je vous fais ici une confession sincère et publique que je n'y connais rien. Je souhaiterais de tout mon cœur être le seul qui fût obligé à parler de la sorte, car je pourrais profiter avec le temps de la connaissance des autres, et ce serait un grand bonheur pour le genre humain si cette partie, qui est la plus délicate de toutes, et qui est sujette à des maladies très fréquentes et très dangereuses, était aussi bien connue que beaucoup de philosophes et d'anatomistes ne l'imaginent. Il y en a peu qui imitent l'ingénuité de M. Sylvius, qui n'en parle qu'en doutant, quoiqu'il y ait travaillé plus que personne que je connaisse. Le nombre de ceux à qui rien ne donne de la peine est infailliblement le plus grand. Ces gens qui ont l'affirmative si prompte vous donneront l'histoire du cerveau et la disposition de ses parties avec la même assurance que s'ils avaient été présents à la composition de cette merveilleuse machine et que s'ils avaient pénétré dans tous les desseins de son grand architecte. Il est très certain que c'est le principal organe de notre âme, et l'instrument avec lequel elle exerce des choses admirables. Elle croit avoir tellement pénétré tout ce qui est hors d'elle qu'il n'y a rien au monde qui puisse pénétrer la connaissance. Cependant, quand elle est rentrée dans la propre maison, elle ne la saurait décrire et ne s'y connaît plus elle-même. Pour achever les auditeurs, Sténon anéantit ce qui faisait l'intérêt du travail de Descartes. La cohérence d'un système, l'unité d'une méthode. L'anatomie doit cesser d'être une science spéculative. Découper, regarder, dessiner, décrire, c'est déjà beaucoup. Et l'on n'a même pas commencé. Le silence se prolonge quelques instants, puis éclate en un tonnerre d'applaudissements. Les savants battent des mains avec une frénésie inhabituelle. Jamais depuis Socrate on n'avait vu un philosophe aussi désinvolte face à l'ignorance. Son discours sur l'anatomie du cerveau a ouvert un gouffre d'inconnus sous les pas de Descartes, de Clercelier, de Laforge.
Mais tandis qu'intérieurement ses auditeurs tremblent et crient, Sténon s'y jette comme Empédocle dans son volcan. Un acte aussi spectaculaire a donné soif à tout le monde. Maxime Rovère, on a donc entendu un extrait du discours sur l'anatomie du cerveau de Nicolas Sténon de 1669. C'est le discours auquel nous pouvons nous référer, qui nous est disponible. Et puis j'ai lu ensuite, c'est la mise en scène que vous proposez de ce discours, puisque c'en est une. Et vous dites que jamais depuis Socrate, on n'avait vu un philosophe aussi désinvolte face à l'ignorance. Il y a quelque chose de révolutionnaire de la part de Nicolas Sténon que d'affirmer devant l'Assemblée que du cerveau, il n'y connaît absolument rien. C'est totalement inouï. Les savants de Paris en tombent de leur chaise. Il y aura beaucoup de recensions à propos de cette présentation et de la version publiée du discours sur l'anatomie du cerveau, parce qu'il faut se figurer que l'anatomie, au moment où Sténon, donc Niels Stenson, il a beaucoup de variantes de son nom, puisque à l'époque on traduit les noms à chaque fois qu'on passe une frontière, mais je vais l'appeler Sténon. Sténon, quand il arrive en anatomie, c'est une discipline qui consiste à montrer dans les corps un savoir qui est déjà dans Galien ou dans Vézal, en tout cas dans un livre. Si vous regardez avec attention le tableau de Rembrandt qui s'appelle « La leçon d'anatomie du docteur Nicolas Tulpe », vous vous apercevrez que tout le monde regarde le livre. Pas un seul des regards des personnages ne se pose sur le corps que le docteur Tulpe est censé montrer. Alors, lorsque Sténon arrive à Paris, il est connu, donc la scène se passe en décembre 1664, il est connu comme un artiste, c'est presque ça, c'est-à-dire un anatomiste virtuose, qui est d'une extraordinaire habileté à découper les corps, parce qu'évidemment, tout l'enjeu de l'anatomie, c'est de bien séparer les parties. Et lorsqu'un homme qui est déjà célèbre dans toute l'Europe pour son habileté à disséquer arrive et dit « Bon, écoutez, sur le cerveau, je vous fais cette confession sincère et publique que je n'y connais rien », alors qu'il est considéré comme le plus grand spécialiste, eh bien évidemment, eux ont tendance à dire « Non mais attendez, nous on y connaît quelque chose, on dispose du modèle proposé par Descartes, qui est alors abondamment discuté, c'est le traité de l'homme qui a été publié en 1662 en Hollande d'abord et puis en 64 à Paris, et donc ce sont des hypothèses abondamment débattues, et lui, Sténon, arrive et bouscule tout, enfin en fait fait tout s'effondrer en disant non, on va peut-être arrêter de discuter des hypothèses de Descartes, parce qu'en fait, ni dans un sens ni dans l'autre, nous ne sommes capables à ce jour de déterminer ce qui se passe dans un cerveau. Le modèle cartésien était relativement simple. L'idée de Descartes était qu'au milieu du cerveau, il y a une glande, ce qu'on appelle la glande pinéale, qui reçoit des mouvements, et que ces mouvements, elle les traduit pour l'âme en idée, en tout cas en volonté. Et que l'âme, réciproquement, grâce à l'action de cette glande pinéale, peut traduire ses volontés en mouvement, parce que de la glande pinéale va se mouvoir en quelque sorte, et ces informations-là vont partir dans les nerfs. Donc, dire je n'y connais rien, c'est faire valoir ce que Raphaël Andro, qui a publié ce discours sur l'anatomie du cerveau, a appelé l'ignorance instruite, c'est-à-dire on fait table rase de tout ce que nous connaissons et on va recommencer à construire une science à partir de bases nouvelles et d'un vocabulaire nouveau. Donc cette ignorance, ce n'est pas seulement un aveu je dirais, d'impuissance face à l'inconnu, c'est plutôt une manière de dire nous arrêtons de faire de la science de concevoir l'anatomie telle que nous la concevions jusqu'à présent, et on va refonder entièrement tout à partir de presque rien, et surtout à partir d'un vocabulaire que nous allons mettre en place progressivement. Spinoza ne fait pas autre chose lorsqu'il décide d'importer la méthode géométrique dans la philosophie. Ce geste de table rase est une sorte de réflexe cartésien qui est commun à presque tous les successeurs de Descartes. C'est très beau et très intéressant que Descartes, lui, ait voulu initier un geste comme ça inaugural qui est celui du doute, n'est-ce pas? Descartes commence par douter de tout afin de pouvoir concevoir une nouvelle philosophie. Et ce qui est curieux, c'est que, alors que Descartes s'attendait à ce que
les suivants, je dirais, prennent son sillage, quoi, c'est-à-dire continuent derrière lui. En fait, ce qu'ils vont, à juste titre, garder de Descartes, c'est justement sa volonté de la table rase. Et donc, de la même manière que Sténon veut repartir de zéro, effectivement, dans la manière dont Spinoza écrit l'éthique, il y a la même volonté de dire, bon, il y a une terminologie philosophique, mais quand même, moi, je vais redéfinir tous les termes que je vais utiliser pour que nous n'ayons pas à nous référer à quelque chose d'extérieur et pour que nous puissions construire à nouveau, construire quelque chose de neuf, quoi. Et ce qui est important à mesurer, c'est que cet effort de table rase, bien sûr, est en partie artificiel. Ce sont des hommes qui bénéficient, Sténon va le dire dans le reste de son discours, et Spinoza parfois le reconnaît, ils vont bénéficier de toute la tradition dont ils héritent. Mais ce qui est très important, c'est que de la même manière que Descartes écrivait en langue vulgaire, c'est-à-dire en français, pour être compris de tous, y compris des femmes, de la même manière, Sténon et Spinoza espèrent pouvoir toucher des gens qui jusqu'à présent n'étaient pas du sérail, c'est-à-dire ne sont pas des universitaires, ne sont pas des institutionnels. Alors, la question de l'extension du public a été traitée d'une manière différente par l'un et par l'autre. Sténon va progressivement désespérer des efforts des cartésiens, va se dire que finalement on n'arrive à rien avec la méthode analytique, et Spinoza lui va rester fidèle à cette méthode et essayer de la transformer de l'intérieur. Merci Maxime Rovert d'être venu nous parler du clan Spinoza aujourd'hui. Merci à vous, Adèle Van Rett. Votre livre est disponible chez Flammarion et on se quitte en retournant au port, mais au port d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mortes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des longueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en pluie. Puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en rotant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré d'un accordéon rance. Ils se tordent le cou pour mieux s'entendre rire, jusqu'à ce que tout à coup l'accordéon expire. Alors le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur batave jusqu'en pleine lumière. Dans le port d'Amsterdam, Laissons Jacques Brel dans son port d'Amsterdam en compagnie de Spinoza et de tout le clan Spinoza qui nous a occupés aujourd'hui, et retrouvons avec joie Géraldine Mosna-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Comme tous les jours, vous nous parlez de philosophie, mais du point de vue de l'actualité. Alors, quel est le point de départ de votre chronique aujourd'hui ? Eh bien, c'est la journée spéciale sur France Culture intitulée « Violence sexiste et maintenant ». Et l'idée est donc aujourd'hui de revenir sur la dimension philosophique de ce qui est en train de se passer maintenant. Alors, je dis bien ce qui est en train de se passer de manière assez floue, car justement, la difficulté est bien de déterminer ce qui se joue ici. Et vous avez entendu des philosophes réagir sur la question ? Eh bien, c'est une première
première manière de répondre, de déterminer ce qui se passe, ce qui se joue en ce moment, certains ont pointé sur des blogs les violences sexistes au sein même de leur institution, d'autres, comme la philosophe Geneviève Fraisse, qui sera d'ailleurs ce midi à la grande table d'Olivia Gesberg, ou la docteure Manon Garcia, qui a soutenu sa thèse en juillet dernier sur le consentement, ont soulevé la dimension globale du phénomène, qui ne relève plus seulement ou tout à la fois du droit et du pouvoir, du corps et du genre, ou encore des mœurs et de leur violence. De quoi reposer donc cette question, qu'est-il en train de se passer ? On peut rentrer ? Non, pas aujourd'hui, c'est pas une réunion mixte, on préfère rester entre femmes. Oh l'autre, entre femmes. Mais qu'est-ce que vous pouvez vous dire qu'on peut pas entendre ? Je ne comprends pas. Des trucs de femmes. On est comme des femmes, nous. Bah moi ça va pas, toi. Non mais c'est bon, de toute façon on voulait pas vous emmerder, on va y aller c'est les ça, on mecs. préfère rester entre nous. Mais attends, on peut juste se mettre dans un petit coin là-bas. Non mais tu comprends pas que les femmes aujourd'hui elles ont besoin de résoudre leurs problèmes seules, sans les mecs. Ça fait des centaines d'années qu'on subit l'oppression et l'aliénation patriarcale. Aujourd'hui on a besoin de s'organiser entre femmes pour lutter. Là t'exagères, parce que nous on n'est pas responsables de tout ça. Et de l'oppression des femmes, on est quand même assez ouverts, nous, pour en parler avec. Ouais, s'il y a des problèmes à régler, on doit le faire ensemble, les hommes et les femmes. Ouais. Sinon, vous allez vous marginaliser, vous mettez vous-même dans un ghetto, là. Exactement. Ah, il cause bien, mon pote. Ouais, il a c'est raison. vrai, reconnais qu'il a pas tout à fait tort. Ah, ça vous fait peur qu'on puisse lutter sans vous, mais qu'est-ce que vous croyez ? On n'a pas tout le temps besoin de vous. Alors, ce qui est frappant quand on entend cet extrait du Péril jeune, qui, je le rappelle, suit une bande de jeunes en 1975, c'est toute la dimension historique, systématique, spectaculaire qui est tout de suite soulevée dès qu'il est question de la domination masculine. Et c'est une deuxième manière de saisir ce qui est en train de se passer et d'expliquer la difficulté aussi à la saisir. Ce qui est en jeu, ce n'est pas qu'une question, qu'un pan de nos vies, c'est tout un système. Or, comment saisir le bouleversement de tout un système ? Eh bien, peut-être avec l'idée de révolution qui porte ce sens même de bouleversement, et dans un texte intitulé « Le sens de la révolution », Arendt met justement l'accent sur ce que l'on entend, nous modernes, par révolution, à savoir la liberté, ou plus précisément la libération, souvent violente, qui va marquer la naissance d'un nouvel ordre. Mais aujourd'hui, ce nouvel ordre n'est pas encore né, et les moyens de libération ne sont pas tous violents, et ne font pas forcément rupture. Alors comment être sûr que ce qui se passe maintenant est une révolution, que tout va changer, si on n'y retrouve pas encore les prémices de la libération ? Tu sais combien il y a de viols par jour dans le monde ? Je peux te dire, ça me fait flipper, moi. Mais arrête, t'as rien à craindre, toi. Qui c'est qui voudra te violer ? Oh, t'es dégueulasse, pourquoi tu me dis ça ? Non, mais regarde-toi, t'es pas le genre de nana qui se fait violer. Parce qu'il y a un genre de nana qui se fait violer. Mais t'es vraiment un mec débile, toi. Mais non, je voulais pas dire ça, mais... Je sais pas, j'imagine que les mecs qui violent des nanas, ils choisissent des nanas plus aguicheuses que toi, quoi. N'importe quoi, mais c'est vraiment un discours de macho, ça, t'es con. Pourquoi je peux pas me faire violer, moi ? Je peux très bien me faire violer. Non mais je m'excuse, je comprends pas pourquoi tu me dis ça. Je m'excuse, il y a plein de mecs qui viennent me faire chier dans la rue. Ah bon ? Mais oui, qu'est-ce que tu crois ? Encore heureux. Alors cet autre extrait du Péril jeune révèle l'actualité de ces violences sexistes et il nous révèle aussi que le féminisme charrie donc encore les mêmes enjeux. Après les 3 vagues du féminisme, du droit de vote, aux problèmes politiques abordés dans les années 80, dès les années 80 même, de représentation des femmes et des minorités, en passant par la libération domestique des années 70, la 4e vague que nous vivons depuis les années 2000 rend visible ces revendications grâce aux réseaux sociaux. Mais là est le point intéressant, elle ne soulève pas d'autres problèmes, elle les soulève différemment. Elle les soulève à une grande échelle, mais pas sous la forme violente de la rupture ou du choc. Et c'est peut-être ça qui est en train de se passer. Une révolution grande, mais nouvelle dans sa forme, comme l'entendait de son côté Arendt. Une révolution qui ne bascule pas du jour au lendemain, mais infuse et transforme, espérons-le, durablement les consciences. Merci Géraldine. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Et merci à Claire Perriman-Holt qui a préparé cette émission, ainsi que David Pargamin, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Élise Leu qui était à la prise de son aujourd'hui, Georges Claes qui nous a prêté sa voix le temps de cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle série sur l'aventure. L'aventure qui est au programme des prépas scientifiques, je crois. L'aventure donc, on commence par l'Odyssée d'Homère, on continue avec Conrad au cœur des ténèbres. On continue encore le mercredi 1er novembre avec la messe, ce sera l'occasion d'adresser vos prières au Seigneur. Et enfin, jeudi, Vladimir Jankélévitch, l'aventure, l'ennui, le sérieux. D'ici là, si vous souhaitez réécouter cette émission, rien de plus simple, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez réécouter l'émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster afin de l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Et l'équipe des Chemins de la Philosophie vous donne également rendez-vous sur le compte Twitter et le compte Facebook des Chemins,
Nous attendons vos remarques et commentaires. Rendez-vous lundi à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.